Bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Science on tourne, une édition, je vous le disais tout à l'heure, consacrée au thème du plagiat. Donc on va prendre un petit peu de recul par rapport à la science pure et dure, on va prendre un petit peu de recul par rapport au monde académique et s'intéresser vraiment à cette question éthique du plagiat. Un plagiat qui semble en augmentation ces dernières années. Depuis une dizaine d'années, on voit même littéralement une explosion des cas de plagiat. Donc on va s'intéresser à essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le plagiat, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le plagiat, et puis quelles sanctions éventuellement existent dans le cas de plagiat. Pour discuter de tout ça, nous avons le plaisir de recevoir trois spécialistes, grands spécialistes de la question. Michel Bergada, pour commencer, bonjour. Michel Bergada, vous êtes donc professeur de management et communication à l'Université de Genève et vous êtes experte internationale sur le thème du plagiat. Donc vous vous occupez de beaucoup de cas à travers le monde. Vous allez nous en raconter quelques-uns. Benoît Deveau, vous êtes doyen de la recherche à l'EPFL. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable du laboratoire d'optoélectronique quantique, mais vous êtes aussi confronté à d'éventuels cas de plagiat ici à l'EPFL. Et c'est vous qui allez les prendre en charge si jamais il y a des histoires de plagiat. Et Raphaël Grolimoun, vous êtes bibliothécaire, donc juste là derrière, à la bibliothèque de l'EPFL. Bonjour. Bonjour. Et spécialiste de l'information ici à la bibliothèque, vous avez... vous enseignez la manière dont on fait les citations dans les publications scientifiques. Donc, vous nous expliquerez un petit peu la différence entre plagiat et citation. On va discuter comme ça pendant une demi-heure de toute cette question du plagiat. Et puis, dans un deuxième temps, c'est vous tous qui pourrez poser les questions qui vous intéressent à nos trois spécialistes ici. Peut-être pour commencer, je ne sais pas à qui m'adresser entre vous trois, mais est-ce que vous pourriez nous donner une définition du plagiat ? Histoire qu'on pose un petit peu les bases. Raphaël ? Alors, très basiquement, le plagiat consiste à, lorsqu'on rédige un travail, une publication ou un travail d'étudiant, faire croire à la personne qui va le lire que ce qui est écrit est le fruit de notre propre travail. Et ça passe par le fait de ne pas citer correctement. Une Donc ça c'est un résumé très simple. Michel Bergada, ça vous convient comme définition en tant qu'experte internationale du plagiat ? Oui, c'est s'approprier une partie à définir pour l'importance, s'approprier les idées ou les écrits ou les tableaux ou les publications ou la bibliographie d'autrui sans y faire référence. Quand vous dites les idées... Sciemment, oui. Oui, parce que ici, nous sommes en sciences, on peut être peut-être plus précis, mais quand vous parlez, quand je traite des cas sur les lettres, par exemple, ou la musicologie, ce sont davantage les idées, les inspirations qui vont être volées, appropriées, puisque c'est un vol. C'est un vol d'une production originale, c'est un viol de la personne à qui on apporte atteinte à sa création intellectuelle. Donc, qui dit les idées, ça veut dire que c'est pas juste une copie, un copier-coller d'un texte ou d'un passage. On est beaucoup plus large que ça quand on parle de plagiat. Ça serait trop facile et les détecteurs de similarité seraient déjà multimilliardaires. Ils le sont pas mal déjà, mais ça serait trop facile. Non, on n'est pas dans le textuel. Si quelqu'un qui traduit un chapitre de livre ou un paragraphe d'un livre allemand ou anglais, il le fait passer pour sien, c'est du pur plagiat. Voilà. Et Benoît Deveau-Plédran, puisqu'on est dans le monde académique ici, cette notion de plagiat peut s'adresser à des étudiants comme à des professeurs, à tout le monde. Alors, tout à fait, bien sûr, les étudiants, autant que les thésards, autant que les professeurs peuvent commettre du plagiat. Alors, en dehors de la notion de vol du travail d'autrui, ce que nous publions est en principe un travail original. C'est notre travail, et faire croire que ce travail a été fait par nous et non pas par quelqu'un d'autre, c'est tromper notre lecteur et c'est pas acceptable. Ok, alors c'est relativement clair. Pour que ça soit encore plus clair, je vous propose qu'on prenne un cas concret. Il y a un cas qui a été très médiatisé, on en a beaucoup entendu parler, c'est le cas de l'université de Neuchâtel. Michel Bergada, vous avez pas mal été impliqué dans ce cas ou consulté par rapport à ce qui se passait à l'université de Neuchâtel. Est-ce que peut-être en 3-4 minutes, vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé ? Oui, alors je ne sais pas trop par où prendre le début de l'histoire. Oui, donc je suis consultée puisque c'est depuis une dizaine d'années que je m'occupe de cas et d'expertise. Je suis souvent consultée aussi bien par les plaignants que par ceux qui découvrent du plagiat ou même des journalistes ou des présidents d'université. Bon,
Le cas de Neuchâtel, je ne sais pas où il faut le faire remonter. Faut-il le faire remonter à la thèse de la personne qui a été impliquée, qui se passait au Canada, à Trois-Rivières, dans un pays fort charmant. Toujours est-il que cette personne a été recrutée à l'université de Neuchâtel, n'a pas plu, pour des raisons que je n'ai pas à citer, à ses collègues, a failli ne pas être renouvelée, puis finalement a été renouvelée, s'est bien impliquée dans la vie institutionnelle, bien impliquée dans la cité, et puis a éclaté une affaire, c'était un certain mois de septembre, où on lui reprochait à la fois d'avoir plagié, le on étant des collègues, d'avoir plagié et mis un livre à disposition obligatoire des étudiants, livre qui était en fait des parties reprises dans Jeune Afrique, dans un livre néerlandais, etc. Donc là, on est dans la copie de texte. On est dans la copie, dans le Lego de morceaux de texte, d'inspiration, sans citer les sources. Donc c'était, au lieu d'être les PME d'Amsterdam, c'était les PME vaudoises, par exemple. Bon, voilà. On avait changé. Il y a quelques mots modifiés, mais en gros, la structure même des phrases était à peu près les mêmes. C'était la même chose. C'était un livre vite fait et qui était un livre obligatoire. Mais en même temps, il y avait beaucoup de problèmes avec apparemment cette personne. Résultat, l'institution, au lieu de séparer le cas de plagiat, qui est donc une fraude au lecteur, et on va y revenir, et de le traiter comme tel, puis de traiter le reste des histoires politiques à part, ne l'a pas fait. Donc en fait, le cas de plagiat n'a pas été traité par des personnes compétentes, il a été traité par un enquêteur qui est un homme politique, ensuite ça a été un expert en design italien qui a donné son grain de sel, puis un juriste du droit de propriété, mais non pas du plagiat académique. Donc finalement, en essayant de rattraper au lieu de vraiment identifier la faute dès le départ, et donc finalement de sauver à la fois l'institution, énormément d'argent, parce que c'est une histoire qui a... finalement, on a fini par dire vraiment très difficilement que c'est un plagiat par négligence, ce qui évidemment... je l'ai écrit, a fait hurler de rire toute la communauté académique. Ça veut dire quoi, plagiat par négligence? Ça n'existe pas. On D'accord. plagie sciemment ou on plagie pas par négligence. Je veux dire, oh, je vous ai envoyé une gifle, excusez-moi, c'était de la négligence. Je veux dire, ça... Mais il y a beaucoup de cas où les gens disent ah ben j'ai pas fait exprès ou je ça. savais pas ou enfin. Oh, là, on rentre dans les fantasmes. C'est-à-dire, dès que quelqu'un est découvert plagieur, et c'est très facile à démontrer, il y a des méthodes et il y a des procédures formelles. On va y revenir. C'est toujours ah ben non, mais je savais pas, ou alors on m'a mal conseillé. Et surtout, systématiquement, il y a plusieurs types de plagieurs. Il y en a qui sont presque honnêtes, mais ceux-là, je les reconnais. C'est toujours la faute des autres qui leur en veulent politiquement. Alors je peux le répéter 3 fois. On m'en veut politiquement, on cherche à me détruire. On m'en veut, alors on cherche à... Voilà. Et c'est toujours la même histoire. D'accord, mais le plagiat en même temps c'est du concret. Je veux dire, il y a des plagiat, textes, il y a des du publications, concret. on peut comparer et puis voir. Le plagiat, vous mettez une bonne commission en place, en 1 mois, elle a tout démontré. Même pas en 3 rencontres. Okay. C'est très facile. Donc si on finit avec le cas de Neuchâtel, donc il a été plagié. Si l'université n'a pas très bien géré. Il n'est pas fini. Il n'a pas été traité par l'université, donc les médias s'en sont mêlés. Voilà. Or, l'ordre académique, je l'ai écrit dans mon site, c'est pas un ordre médiatique. Si les médias s'en mêlent, c'est en dernier recours, parce que l'institution ne fait pas son travail. Bon, mais les médias font leur travail aussi en mais oui, parce qu'il y a des fuites, et s'il y a des fuites, c'est que les professeurs en interne ou les étudiants ne se sentent pas écoutés. Donc dès qu'il y a fuite dans les journaux, on devrait se demander pourquoi on a laissé faire, pourquoi on n'a pas écouté les souffrances internes. Ensuite, l'ordre juridique, ça n'est mêlé. Mais là encore, l'ordre académique ou scientifique n'est pas un ordre juridique. On ne vend pas de la charcuterie. Ce n'est pas un brevet sur un saucisson vaudois qu'on dépose quand on écrit une thèse de doctorat et qu'on la dépose. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Donc, je suis pour rester au centre du service, au service de l'académique et de la science. La question est de savoir, faut-il ou non divulguer le nom, c'est une question importante, des fraudeurs,
des fraudeurs. Voilà, ça c'est une autre question. Alors ça, c'est une question éthique. Benoît Deveau, vous pensez qu'il faut diffuser le nom des fraudeurs? Vous avez écrit ça vous avez répondu à une question dans un article du Flash. Non, Vous allez un peu dans ce sens-là. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait, puisque c'est un problème très délicat, mais j'ai dit, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des fois où j'aurais envie que les noms des personnes qui ont fraudé, soit scientifiquement, soit par plagiat, soient connus sur la place publique et qu'on sache ce qui leur est arrivé, pour que d'autres n'aient pas envie de le faire. C'est pas pour mettre les gens au pilori, mais c'est vrai que quand on traite un certain nombre de cas, on regrette au bout du compte que personne ne sache effectivement ce qui s'est passé. Parce que ce n'est publié actuellement nulle part. Si aujourd'hui à l'EPFL, vous êtes confronté à des cas parfois de plagiat, c'est complètement étouffé, ça reste entre la personne et vous-même, et ça sort même pas d'un point de vue juridique, ça va où? Ça n'est pas étouffé, mais par exemple, si on retire une thèse, comme ça nous est arrivé pour plagiat, la thèse est retirée. Si les gens vont sur le site de la bibliothèque, ils vont réussir à trouver que cette thèse n'est plus disponible, mais on ne fait pas un article dans le Flash en disant la thèse de monsieur ou madame untel lui a été retirée pour cause de plagiat. Est-ce que ça sensibiliserait un petit peu plus les étudiants, les professeurs à cette problématique du plagiat? À mon avis, pour l'instant, l'important, c'est qu'ils sachent que, on arrive à détecter le plagiat, et c'est démontrable assez sérieusement, et que deux, en cas de plagiat, il y a des conséquences qui sont des conséquences graves, parce que perdre sa thèse est une conséquence grave. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de donner les noms des gens et d'aller plus loin pour l'instant, mais je peux me tromper. Michel Bergada? Oui, très clairement, je suis contre la double peine. Donc effectivement, un professeur qui se fait renvoyer de son établissement parce qu'il a plagié, un étudiant qui voit sa thèse retirée définitivement, et quelquefois, comme c'est le cas par exemple à Toulouse, vous allez avoir derrière la thèse est retirée, mais la personne perd son poste, va devoir rendre le salaire qu'elle a touché, etc. C'est quand même quelque chose de très grave. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même se poser des questions, parce qu'on a un autre cas, le cas Carlsberg, par exemple, là je cite le nom, il est connu, biologiste qui avait eu des problèmes à l'université de Genève, qui a dû partir, qu'il était jeune, on le retrouve faisant un petit tour vers les pays par-ci par-là, et il prend un poste de full prof au Luxembourg. Je suis appelé par le Fonds national du Luxembourg, on traite le cas, on est obligé de faire retirer des articles de Nature, des articles, et puis il y avait 6-7 co-auteurs, donc c'est tout le monde qui perd. Il se fait renvoyer évidemment du Luxembourg. On fait une enquête, on s'aperçoit que son labo était pollué, c'est-à-dire on s'en doute que ses assistants n'avaient pas acquis la bonne déontologie. Donc ça veut dire que ces jeunes ont eu leur carrière, elle aussi, grandement freinée. Donc c'est quand même très grave. Je me suis toujours demandé, par exemple, on parlait de Neuchâtel, si on s'était renseigné à Trois-Rivières sur la personne, si Neuchâtel aurait engagé. Bien sûr. Mais nous sommes très discrets. C'est-à-dire que quand on peut se débarrasser de quelqu'un qui n'est pas très convenable, on ne va pas dire partout, au contraire, on va dire ok, engagez-le, vous verrez bien. Et puis, tout le monde a droit au pardon. On peut toujours se dire qu'il aura une deuxième chance. Bon. J'y crois pas, hein, mais après, Vous évoquez la détection du plagiat. Alors concrètement, comment ça se passe Raphaël Grandimoun, vous voulez nous expliquer? Alors, je peux expliquer en 2 mots, sachant que moi-même, j'ai jamais pu tester cet outil-là. Le principe, c'est que vous avez une grande base de données qui est inclue dans un outil ou qu'un outil interroge et qui cherche ce qu'il a à disposition dans le travail qui lui est soumis. Donc vous avez cette base de données, vous avez tous les livres du monde entier, vous avez toutes les thèses. Non, justement. Et c'est un peu là où peut résider le problème, c'est que chaque outil, parce qu'il y en a un certain nombre de ces logiciels qui existent, se base sur une quantité de données qui est limitée et
c'est pas toujours la même en fonction des licences ou des contrats qu'ils ont pu passer avec les éditeurs, parce que les éditeurs sont pas forcément très enclins non plus à aller donner leur contenu à une entreprise commerciale qui va après faire de l'argent avec. Donc, selon l'outil, il y a des outils qui sont bons en sciences du vivant, d'autres qui sont meilleurs en ingénierie, et puis ça, c'est des choses qui, en fait, servent à faire le choix d'un de ces outils. Et ensuite, quand on soumet le travail d'un étudiant ou d'un chercheur, c'est Donc égal. vous mettez le texte dans Exactement. le logiciel, concrètement. En gros, c'est du copier-coller. Ouais, Vous le c'est mettez pas bien. c'est pas bien, mais c'est pour la bonne cause. Et en fait, après, il vous donne un rapport en disant là, il y a suspicion, enfin, une sorte de score. Mais le score est assorti d'un document qui relève ce qui est tendancieux, ce qui a l'air bon, ce qui a l'air pas bon. Puis après, ça doit être interprété par un être humain parce que D'accord. c'est trop compliqué. Et cet être humain, c'est vous, Benoît Deveau, en ce qui concerne les PFL. Alors, dans certains cas, oui. Si le cas arrive devant les commissions que j'ai l'honneur de présider, ben oui, on regarde et on essaye d'interpréter les données qui nous sont données par le logiciel. Alors, quand les gens font du plagiat simple, qui est du copy and paste, Oui. ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça, c'est flagrant. Là, c'est flagrant, donc c'est facile à détecter. Si c'est du plagiat ou d'idées, reprendre les idées des autres et les formuler avec ses propres mots sans les citer, là on arrive dans un domaine beaucoup plus difficile. Mais un logiciel est capable de Non, le non. faire, ça? Non. Non. Là, ok, quand on parle, il y a un principe très simple. Sur le cas des étudiants, ils peuvent effectivement se faire prendre bêtement, il n'y a pas un autre mot, en disant j'ai pas le temps, il fait beau, je prends le mémoire trouvé sur le web d'un étudiant de Strasbourg, et puis bon, là il se fait prendre, il se fait renvoyer, il a perdu son diplôme, il est mal. Donc ils risquent gros, mais ils peuvent le faire et ça se voit tout de suite. Dans le cas de personnes qui vont faire plusieurs travaux ou de professeurs, il y a une forme d'addiction et en même temps un savoir-faire qu'ils vont faire de la paraphrase. Donc on change quelques mots. Oui. Si vous changez 3 mots dans une phrase, le logiciel ne va pas reconnaître la séquence. Donc c'est assez facile. Mais en même temps, l'avantage, le système est excellent, c'est que... Là, vous donnez les clés pour faire du plagiat. Hein. Non, pas du tout, je vais vous expliquer. Non, mais quand même, j'ai 10 ans d'expérience. C'est quand vous découvrez que quelqu'un a fait le plagiat bête, à la limite, ça peut être la grosse bêtise. Le gamin qui vole des bonbons à la Migros, voilà, qui le fait une fois. Mais quand vous voyez que quelqu'un a commencé à changer des mots, changer des phrases, alors là, bingo, vous avez 99,9% de chance de tomber sur un plagiat addictif. Et là, c'est du gâteau. Parce qu'en fait, vous prenez ces articles, vous prenez sa thèse, vous prenez ses mémoires et vous savez que vous allez retrouver du plagiat. Donc, maintenant, comment je fais ? C'est beaucoup plus simple que ça. On met sur Dropbox un certain nombre d'articles. Et on demande à des spécialistes du domaine de les analyser. Et puis, ils peuvent en rajouter aussi. Et là, il y a un petit jeu subtil qui fait que, et puis c'est gratuit, alors si vous soupçonnez le plagiat d'un de vos professeurs ou d'un de vos collègues, n'hésitez pas, on ouvre un petit Dropbox, et puis chacun s'amuse et fait l'analyse. Et là, cette fois, on est dans la véritable analyse de spécialistes. Parce que pour un plagiat en musicologie, par exemple, il faut être musicologue pour le détecter. Et il n'y a que l'humain qui peut mais si vous voulez, faire. Les plagieurs progressent, mais derrière, on progresse aussi. On n'est pas trop bête quand même. Voilà. Bon, alors, une solution, c'est de faire de la prévention. Ça, c'est ce que vous faites, Raphaël Grolimund. C'est-à-dire que vous allez voir les étudiants et vous leur expliquez comment éviter le plagiat c'est pas interdit de reprendre un bout de texte dans une thèse, mais il faut simplement citer d'où il vient et citer l'auteur. C'est ça, en gros, que vous expliquez à vos étudiants ? Voilà, exactement. Alors, quand on a l'occasion de donner les cours à des étudiants, ça fait très longtemps qu'on propose d'expliquer comment on cite du contenu qui provient d'ailleurs. Le principe est vraiment très, très simple. Vous prenez du contenu, vous mettez en évidence pour le séparer de ce que vous avez écrit, et puis ensuite, vous dites d'où ça vient. Et puis, on propose ça depuis très très longtemps. Et depuis récemment, beaucoup d'enseignants nous demandent de le faire systématiquement. Il y en a qui viennent même que pour ça. Maintenant,
faut pas se leurrer, on touche qu'un tout petit pourcentage des étudiants parce qu'il n'y a pas de cours là-dessus. Et donc, quand on intervient dans un cours où un enseignant fait faire un travail de rédaction à ses étudiants. Et là, les étudiants, effectivement, prennent très rapidement le pli, voient tout de suite où peuvent être les problèmes. On est aussi intervenu parfois dans des cours où il n'y avait pas de rédaction immédiate, où les étudiants n'avaient pas besoin de ça tout de suite. Alors là, par contre, ça tombait complètement à plat. Donc, il y a vraiment le besoin immédiat, en tout cas avec les étudiants, qui est nécessaire pour que, quand on leur explique, ils le mettent tout de suite en pratique et ils voient tout de suite ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris et reviennent avec des questions ou alors discutent entre eux pour, on va dire, prendre les bonnes pratiques, le pli assez vite. Vous dites qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des profs. Ça veut dire qu'il y a une sensibilisation de la part des profs qui est plus importante, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il y a plus de cas de plagiat et ils sont plus confrontés à cette problématique? J'aimerais pouvoir répondre à cette question. Parce qu'on a eu une augmentation des demandes assez importante au début de l'année dernière et on n'a pas d'explication sur le pourquoi. Mais on a des demandes, des personnes qu'on n'avait jamais vues, qui sont venues vers nous, d'autres chez qui on intervenait depuis un moment, qui disaient « Ah, vous pourriez aussi parler de ça ». Mais on n'a pas l'origine exacte de cette demande et surtout de la variété de ces demandes. On n'a pas d'explication. On est content, mais on n'a pas d'explication. Michel Bergada, vous pensez qu'il y a une augmentation des cas? Non, il y a une augmentation de la prise de conscience, mais si vous voulez, les étudiants ont beaucoup pris ça comme un jeu. Ils ne voient pas du tout la gravité. Je suis sûre que si vous faites un sondage et si vous le dites, mais pourquoi ces fous sont en train de nous parler du plagiat? Quelle importance ça a? Ils ne comprennent pas. Si vous leur dites rendre un rapport sur le fait que le tabagisme passif n'est pas nuisible à la santé, oh, ils vont être choqués. Là, ils ne voient pas du tout la différence. Ils ne comprennent pas de quoi on parle, en fait. Donc, si vous voulez... Et les professeurs étaient un peu comme ça. Ils disaient... j'ai eu un collègue, je vous donne un exemple. C'était un de ses étudiants de doctorat qui s'est fait renvoyer de son premier poste parce qu'il avait plagié. Il avait plagié un étudiant. Et donc, il me disait toujours à moi, il était très mal à l'aise. Moi, je disais, il a été mal encadré, ce garçon-là. Et il me disait, non, mais il y a plus grave que le plagiat, il y a la fraude, il y a plus grave que le plagiat, il y a la fraude. C'est vrai ? Au bout de 6 ans, il a commencé à me fatiguer. Donc, je lui dis, bon, il va vous dire que c'est la fraude. Il dit, oui, mais s'il a plagié sa partie littérature, il a peut-être fraudé sur ses résultats. Mais je lui dis, mais c'est certain qu'il l'a fait. Je lui dis, Gérard, pourquoi tu te poses la question? Un étudiant qui plagie sa revue de littérature, qui plagie son modèle, c'est évident qu'il a pipoté ses données. Et là, il est devenu blanc. Et donc, parce qu'il s'est aperçu qu'il avait donné le... Mais si vous voulez, il faut bien comprendre quel est l'état d'esprit qu'il y a derrière le plagiat et pourquoi ça nous préoccupe. Le plagiat, premièrement, c'est quand même, quand il est effectué, le vol à quelqu'un d'autre. Donc, je répète, c'est ça qu'il faut dire aux étudiants. Les Québécois ont trouvé le seul slogan qui parle aux étudiants, c'est génial, puis-je te citer? Point d'interrogation. Parce qu'ils sont prêts à reconnaître le travail d'autrui. Mais si on leur dit c'est mal, on va vous taper dessus, etc., ils n'entendent pas. Donc, premièrement, on ne vole pas le travail intellectuel de quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'aimerait même pas qu'on nous le fasse. Deuxièmement, ça a été très bien dit, c'est un vol au lecteur. Depuis l'aube de l'humanité, le lecteur a le droit de savoir, d'avoir accès aux sources pour refaire par lui-même les analyses ou lui-même le raisonnement et puis trouver peut-être quelque chose de nouveau. Je suis désolée, je vais être paupérienne en disant ça, mais si on coupe au lecteur le droit à la connaissance, il n'y a plus de science. Le troisième élément, c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est qu'on vole le système, on prend la place de quelqu'un d'autre. Si on obtient un diplôme de l'EPFL en ayant triché sur son titre, ça veut dire qu'on va avoir le poste de quelqu'un qui a travaillé sérieusement, dont les parents ont peut-être payé les études, etc., etc. On vole le poste de quelqu'un d'autre. Et enfin, quatrième élément, si c'est découvert, je peux vous dire que quand c'est découvert, tout le monde y va. Hein. Ah ben c'est à Neuchâtel que ça se passe. Ah ben c'est pas chez nous. Ah ben tiens, il y a à Fribourg aussi. Et puis alors tout le monde est là, zoom, zoom, ça passe. Ok, c'est pas chez nous. Et mais si, c'est partout. Donc quand qu'on soit étudiant ou professeur ou membre du personnel d'un établissement, mince, on le respecte parce que c'est tous les camarades qui vont en pâtir.
quand Harvard, par exemple, a fait un sondage, a viré 40 étudiants de Harvard. Il faut s'appeler Harvard pour avoir le courage de faire ça et de ne pas avoir peur que son image passe. Les PFL a viré combien d'étudiants? Je n'ai pas de nombre comme ça. Bon, je connais 3 cas de thèses qui ont été retirés, mais ce n'est pas uniquement du plagiat. Alors, pour revenir à la question, il me semble que quand même, alors on fait un travail de sensibilisation des gens, donc au niveau des étudiants, au niveau des gens qui entrent en doctorat, au niveau des professeurs qui arrivent à l'EPFL. Je crois que peut-être si les étudiants ne sont pas très très sensibles, j'ai l'impression que compte tenu des conséquences du plagiat, quand c'est découvert, Qui commencent à se connaître. Les gens commencent à faire plus attention. J'ai eu des discussions avec un des professeurs dont l'étudiant a vu sa thèse retirée pour plagiat. Je peux vous promettre qu'il fera attention. Il n'a pas du tout aimé. Et parce qu'il se dit, c'est dans mon laboratoire que ça s'est passé, ça veut dire quelque part, j'ai pas fait assez attention. Est-ce que pour l'image de son laboratoire, c'est mauvais? Et au-delà de l'image de l'EPFL ou de l'université? Ben oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait attention à pas forcément dévoiler les noms. Si on sait que, les gens qui savent qu'il y a eu une thèse retirée, soit pour plagiat, soit pour fraude scientifique, ça donne une très très mauvaise image du laboratoire. C'est une catastrophe. Raphaël, ouais. J'ajouterais là-dessus qu'effectivement, si on arrive à faire la prévention au bon moment, peut-être que par exemple les étudiants qui viennent d'arriver à l'EPFL, qui ne sont pas encore confrontés à la rédaction d'un travail, en fait, voient pas la portée justement du problème. Assez souvent, on a remarqué que vers le début de la rédaction de leur travail de bachelor, ils sont sensibles à ça parce que les professeurs leur parlent de plagiat, leur disent il faut pas plagier dans votre travail, c'est peut-être même dans les consignes. Par contre, souvent, il leur manque les outils pour ne pas plagier. Et quand on a l'occasion d'intervenir là, alors effectivement, on leur présente comment trouver la littérature et ce genre de choses, puis après on enchaîne sur comment citer. Et puis là, les étudiants se montrent toujours très intéressés. Et vraiment, ils posent des questions, ils vont dans des détails. On sent qu'ils ont déjà des questions qui se posent liées au travail qu'ils sont en train de faire. Par contre, si ils ne sont pas en train de faire un travail ou que c'est une tâche de plus à faire, à rajouter là, alors par contre, ils ne voient pas du tout. Et l'avantage au niveau des doctorants, c'est que la publication devient un peu, pas leur pain quotidien, mais ils en ont de plus en plus, ce qui n'est pas le cas d'un étudiant bachelor ou master, qui souvent fait un travail qui ne sera pas forcément diffusé et où, en fait, entre guillemets, le problème ne va pas forcément se poser. Quand vous parlez des étudiants qui n'ont pas les outils pour ne pas plagier, c'est pas absolument trivial. Enfin, je recopie pas ou je modifie pas un texte. C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Alors, sur le plan théorique, on en a un peu parlé. Puis sur le plan pratique, comment est-ce qu'on fait pour mettre en évidence le travail de ce qu'on a repris? Alors, on peut mettre avec des guillemets. Puis après, comment est-ce qu'on cite la source correctement? Qu'est-ce qu'on cite? Est-ce qu'on cite le travail qu'on a lu ou celui d'origine où était repris le travail? Il y a un certain nombre de questions comme ça. Et puis, pour être capable de citer, il faut avoir gardé quelque part les références des documents qu'on a lus. Ce qui est assez régulièrement chez les étudiants le problème principal. C'est parce qu'on fait un copier-coller d'un texte qu'on lit et puis ensuite on ne sait plus d'où il vient. Ils ont le PDF, puis après ils doivent faire leur bibliographie et c'est un travail qui est compliqué. Et donc là, on leur montre des outils. Donc là, on parle de des logiciels où ils peuvent récupérer les références, les organiser, les partager avec des collègues quand ils font des travaux en groupe, et puis qui leur permettent de citer très facilement en fonction des consignes que l'enseignant leur a données. Et puis un petit point peut-être de détail, mais il y a un risque de plagier d'autres personnes, mais il y a aussi risque de s'auto-plagier, Benoît Deveau. Oui, alors ça c'est... Et on appelle ça plagiat quand même quand on se cite soi-même? Ça dépend comment vous le faites, mais il y a toute une... Alors, Non, mais il a fait un lapsus. Il a dit quand vous vous citez vous-même. Non, oui. Quand vous vous citez, quand vous dites ce travail est la suite de Bergada 1990 avec les références, je me cite, voilà. C'est pas du plagiat. Si par contre je prends un de mes textes, je ne dis surtout pas d'où il a été publié, je le traduis ou je le copie en faisant « Oh, c'est un nouveau texte »,
C'est là où je cite la parole. C'est pas du cité, ça. C'est Ça, pas du vrai cité, ça c'est plagiat. ce qu'on appelle du plagiat, de l'auto-plagiat. Oui, oui, bien sûr. Alors, Mais c'est pas grave. Si, par exemple, un des cas auxquels on a été confronté, c'est un auteur qui publie 2 fois le même article, mot pour mot. Ça, et dans 2 journaux différents, c'est tromperie du lecteur, tromperie de l'éditeur, tromperie de tout le monde. Donc, dans ma liste de publications, j'ai 2 articles alors que j'ai fait qu'une fois le travail. C'est pas, ça n'est pas acceptable. Alors après, il y a des subtilités, hein, bien sûr. Il y a toujours la difficulté. Je suis dans un labo expérimental. Mes doctorants travaillent sur une expérience, évidemment. À chaque fois qu'on va parler de l'expérience, ça va être la même chose. Mais ça, c'est pas du plagiat. On sait, on fait référence aux travaux précédents qui ont été faits dans le domaine. Mais on est bien d'accord que par exemple, recopier une introduction, c'est moi qui l'ai écrite, je fais l'introduction d'un article, et puis je fais la même introduction dans l'article suivant, ben non. Ça veut dire, si je fais ça, ça veut dire que j'ai pas d'idées nouvelles, j'ai rien fait de nouveau, ça marche pas. Même si je parle de la même chose, ma pensée évolue. Donc on peut être sanctionné de la même manière qu'en faisant du plagiat de quelqu'un d'autre avec ça, Michel Bergada. À partir du moment où, vous savez, moi, quand j'étais petite, on me disait qui vole un œuf vole un bœuf. Hein. Ouais. Donc, quelqu'un qui démultiplie ses publications à bon compte et cherche à obtenir des postes ou des notes comme ça, non, c'est pas correct. Je me rappelle, mais vraiment, quand j'étais étudiante, il y a très longtemps, il y avait des étudiants qui prenaient le même travail, ils changeaient justement l'introduction et la conclusion, et ils le rendaient à 4 profs différents. Et ils réussissaient quasiment à faire 4 matières différentes. Non, c'était pareil. C'est du vol de notes. C'est-à-dire que pendant que les autres passaient des jours et des jours, eux, ils se contentaient ou prendre celui de leur grand frère. Bon, voilà. C'est le même principe. S'il y a intentionnalité de tromper le lecteur ou le système, c'est une fraude. C'est une fraude. Si par contre, effectivement, ça arrive, et là je reviens, c'est extrêmement important, il y a un véritable apprentissage à la bonne citation, il y a un apprentissage à comment on présente pour respecter ceux qui nous ont précédés, pour respecter ses lecteurs. Donc ça, c'est un vrai apprentissage. Vous ne pouvez pas, par exemple, commencer en disant truc et machin 1980 ont trouvé, vous mettez une demi-page des auteurs. Toutefois, il peut sembler logique que, puis là, tout le monde a l'impression que c'est vous qui faites la nouvelle démo, alors qu'en fait, c'est les auteurs. Ça, c'est volontairement de la tromperie. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a 4 pages qui sont de la paraphrase des auteurs et qui ne sont pas recitées. Donc voilà, c'est là où il y a un apprentissage de comment rédiger qui est extrêmement important. Alors pour terminer, on a beaucoup parlé des étudiants et des plagiats d'étudiants ou de doctorants. Les étudiants sont parfois victimes de plagiat. Vous aviez un cas à nous raconter à l'université de Toulouse, Michel Bergada. Là, j'en ai encore un. Bon, vous en avez beaucoup, mais... oui. Alors, celui de Toulouse, il est intéressant parce qu'en fait, il est parti en justice. Donc là, c'était l'ordre juridique. Et pour une fois, le tribunal a vraiment bien agi. À la marre que les présidents d'université ne réagissent pas, il a donné une leçon. Le cas est simple, vous avez un professeur, c'est dans tous les journaux, hein, d'odontologie, les dents, à l'université de Toulouse, qui a sa femme qui a envie de faire un doctorat, et puis il prend un étudiant, j'oublie une nationalité, mais en tout cas qui écrit pas très bien le français, dans son labo. Et puis les mois passent, et puis la femme soutient sa thèse, comme par hasard, à l'université de Paris, avec le président de l'éthique médicale française, ce qui est très intéressant, comme co-directeur. Enfin bon. Et puis, l'étudiant qui était parti au Canada se plaint, dit il y a les 3/4 de la thèse de madame qui est en fait mon mémoire de master. Le mémoire ayant été publié, c'était vérifiable. Non, il n'était pas publié, mais c'était en mémoire. Donc il était posé. En mémoire, c'est déposé. C'est déposé, voilà. Et donc voilà, j'ai été appelée au tribunal de grande instance de Paris parce qu'effectivement, il y avait le mari et la femme, ils ont mené pas lourd
parce qu'il fallait savoir si c'était vrai. Et les questions étaient... Moi, j'étais absolument... J'ai juré, évidemment. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Et puis, c'était assez pitoyable parce que le procureur demande, mais est-ce qu'un mémoire peut être écrit à plusieurs? Et donc, je réponds, parce qu'il disait évidemment qu'elle avait aidé le garçon à faire son mémoire. Je dis, non, parce que sinon, il ne mérite pas son master. Et donc, déontologiquement, il y a une faute très grave de lui attribuer si c'est pas lui. Donc, c'est lui. À qui ça appartient? Au nom qui est sur la couverture. C'est à peu près comme ça que c'est passé. Et puis, finalement, elle a bien essayé de dire qu'elle l'aidait, qu'elle lui envoyait des mails, etc. Elle a été condamnée à 25 000 euros d'amende. Sa thèse a été retirée. Son nom affiché... Ça répond à votre question. Voilà, ouais. Son nom affiché sur toutes les universités. Et donc, alors évidemment, elle fait appel. Je ne dirais pas de qualificatif. Ce qualificatif aimable de président de l'université de Toulouse, qui n'avait jamais voulu rentrer en matière, alors qu'il aurait dû dire « je m'occupe de l'affaire, je fais une enquête interne pour savoir ce qui s'est passé », n'a toujours pas bougé. Il attend les résultats de ce qui se passe. Mais si vous voulez, c'est toute la hiérarchie qui va tomber parce que le tribunal a déclaré le mari non compétent. C'est évident que c'était lui qui était le patron du labo. Mais il estime, le tribunal, que c'est au monde académique à l'évaluer. Par contre, la femme, elle perd son job. Elle va devoir 10 années de salaire parce qu'elle avait obtenu un poste, devinez où, dans le labo de son mari, comme par hasard, à Toulouse. Donc c'est une affaire énorme. Et ça fait éclater. Depuis, je suis submergée de demandes d'étudiants de master qui disent « mais il y a eu une publication, c'est mon mémoire de master qui est dedans ». Et voilà. Donc en fait, ça fait que commencer. Quand vous demandez si c'est explosif, si c'est... Oui, ça va augmenter. On va demain vers une augmentation de ces cas. C'est un peu comme le cancer du sein chez la femme. On ne sait pas si c'est parce qu'il y a plus de contrôle qu'il y a plus de cancer. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de vigilance. Et donc, il y a beaucoup plus de patrons qui vérifient les thèses de doctorat, les écrits de leurs étudiants. Beaucoup plus d'étudiants qui vérifient que leurs travaux, ou qu'ils soient cités, vérifient la déontologie de leur labo. Donc, on va quand même, et ça, c'est le point positif, vers plus de vigilance. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous propose, si vous avez des questions à poser à nos invités, il y a un micro qui doit se balader. Pas de questions? Oui. Est-ce que c'est une question originale? On l'a déjà entendu, celle-là. Allô? Oui, c'est bon. Concernant le plagiat des étudiants entre eux, c'est-à-dire ils doivent rendre un travail, ils se copient entre eux, donc ça c'est juste... c'est pris en compte? Enfin, comment vous traitez ça? Dans un examen écrit où il copie juste en regardant sur la feuille de l'autre, vous voulez dire, non. Des travaux à rendre. Des travaux à rendre, ouais. Si on devait réussir à trouver qu'il y a 2 travaux qui sont rendus et que objectivement il y a copie de l'un sur l'autre, on retirerait les 2 travaux immédiatement. Il y a copie, on sait pas déterminer qui a copié. Pareil à l'Université de Genève. Les deux sont renvoyés. Ça vous arrive? Alors, vous avez les outils, quoi, pour ça. Il y a des fois où il n'y a pas besoin d'outils. Ça m'est arrivé une fois. Si c'est le même prof qui corrige les deux, ça risque de se voir assez facilement, non? Moi, je ne m'occupe pas des masters, je m'occupe à partir du doctorat, mais j'ai vu, par exemple, des projets de doctorat. J'en ai vu 2 projets qui étaient juste copiés l'un sur l'autre, y compris les fautes d'orthographe, y compris les erreurs de mise en forme, enfin... C'est pas le hasard. C'était pas le hasard. Il y a aussi des fois où on s'amuse beaucoup avec ça. Il y avait 2 filles qui avaient copié l'une sur l'autre, donc elles avaient le même travail. Et elles ont été toutes les 2... Et leur réponse a été, mais puisqu'on était 2, on aurait dû avoir que 50% de la sanction. on a trouvé ça excellent.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question un peu iconoclaste. Enfin, c'est plus une remarque qu'une question. Le nouvel étudiant qui débarque à l'université, il doit faire une intégration académique. Il doit épouser des valeurs. Il est confronté à un nouveau monde de valeurs que celui dans lequel il a vécu auparavant. Et la dimension du plagiat, la dimension de la fraude, fait aussi partie du milieu dans lequel il est imprégné. Et pour moi, c'est un problème aussi d'exemples venant des enseignants. Ce n'est pas uniquement un problème de l'étudiant, c'est un problème de culture institutionnelle. Si chaque enseignant cite correctement tous les scientifiques qui l'ont précédé dans le cadre de son cours pour donner son cours, je vois mal comment un étudiant ne va pas apprendre comment on fait pour citer. Et ça, je crois que c'est un élément important. Donner l'exemple, expliciter. C'est comme dans l'éducation avec les enfants à la maison. Vous avez beau leur dire ce que vous voulez qu'ils fassent, ils vont faire ce que vous avez fait. Vous êtes leur premier modèle. Et je pense que là, il y a quelque chose d'important à creuser à ce niveau-là. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un check qui soit fait, des polycopiés des profs, des acétates qui présentent, etc., pour qu'on développe cette culture et qu'on ne stigmatise pas les quelques fraudeurs, parce que les quelques fraudeurs, quelque part, ils sont juste fait épingler. C'est ça la malchance qu'ils ont. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, merci beaucoup pour cette belle intervention. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Si on a le temps, si on laisse le temps au temps, effectivement, nous sommes un système éducatif. Nous sommes un ensemble avec des cultures, avec l'éducation, comme vous dites, à la déontologie, à un comportement éthique, et en plus, qui est d'autant plus important que ce comportement, ensuite, ils vont l'avoir dans leur entreprise ou organisation. Le problème que l'on a, et je ne pense pas que mon voisin me démentisse, c'est qu'on voit arriver alors aujourd'hui des digital natives, des jeunes qui arrivent, qui ont appris pour rendre dans leur matu à copier-coller des textes. Je mets une image, je cite pas de qui c'est. Les professeurs du secondaire, en fait, de la matu, les applaudissent, disent oh c'est beau, etc. Et donc ils n'ont aucun sens. Ils font ça sur leur blog, ils font ça à toute vitesse, ils envoient des dessins ou des images ou des textes sans citation. Et donc on arrive à récupérer de bons éléments qui ont été bien éduqués par leurs parents, mais on arrive aussi à récupérer tous ces digital natifs qui n'ont aucune idée, parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc ce que vous dites est très vrai, à condition qu'on n'ait pas à les déformer ou reformer, ce qui évidemment n'est pas toujours fait. Et quand ils arrivent, c'est ce qu'il est en train de nous dire, ils n'éprouvent aucun besoin de ça. Ils commencent à réfléchir après. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Et puis en plus, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est pas en ayant été exposé une fois qu'on comprend comment ça fonctionne. C'est un processus qui nécessite beaucoup d'expérience. Et si on avait la possibilité de faire ça tout au travers de leur cursus, dès la première année, pendant la deuxième, de revenir encore et encore, parce qu'en fait, le processus est évolutif. Dans le cadre des travaux qu'ils rendent pendant leurs études, ils sont quand même sous l'égide de l'exception pédagogique qui fait qu'ils ont le droit de reprendre des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur, de les intégrer dans leurs travaux tant que ça reste dans la classe. Mais ça tombe complètement dès le moment où ils publient. Et il faut quand même les amener. On peut leur donner déjà toutes les bonnes pratiques, ils font tout correctement. Et comme ça, quand ils arrivent au moment de la publication, ils n'ont plus que demander l'autorisation d'utiliser tel graphique, telle image dans leurs travaux. Il n'y a plus que des choses à peaufiner. Mais là, le problème, c'est que souvent, on vient et puis il faut faire tout d'un coup. Et ça fait trop d'un coup, en fait. Mais je rebondis. Vous venez de me donner une idée. Je vais la proposer puisque j'ai une lettre où il y a plus de 23 000 abonnés maintenant. Vous direz bien que ça vient de lui. Vous me donnerez venant. Je dirais, c'est tout bête. À Genève ou partout, on n'arrête pas de dire aux professeurs avertissez vos étudiants que le plagiat est contrôlé, avertissez que, etc. On ferait mieux de leur... Et ça fait suer les professeurs. Hein. Ils le font en 2 minutes et puis voilà, ils disent là, allez lire le règlement. On ferait mieux de leur dire, expliquez aux étudiants pourquoi vous avez choisi, vous, de citer, d'être honnête. Je ne dis pas que tous les profs le feraient, mais ça aurait effectivement ça plairait davantage. Et ça rejoint l'idée québécoise qui est de dire, au lieu de dire aux étudiants c'est pas bien de plagier, de dire génial, puis-je te citer. Ça touche au cœur des personnes.
Vous me donnerez votre nom, monsieur. Très bien. Une dernière question. Ou suggestion, hein, vous avez vu, hein, j'achète tout là. Non, juste une question. Comment vous faites la limite entre... Enfin, peut-être que je suis un peu naïve, mais je suis sûre qu'il y a déjà deux personnes qui ne savaient pas du tout qu'ils ont eu la même idée, qu'il y en a une qui est juste arrivée après l'autre. Et peut-être on va prendre ça pour du plagiat, alors que... Enfin, moi, par exemple, si j'ai une idée, je ne vais pas commencer à chercher dans le monde entier qui c'est qui a déjà eu la même, au cas où je me ferais... Alors, j'ai eu... Vous êtes en doctorat ? Non, en master pour l'instant. D'accord, parce que j'ai eu la question la semaine dernière à Tahiti, D'accord. enfin, la semaine d'avant. C'est une étudiante qui travaille sur les artisans de métiers d'art polynésiens et qui me dit, je viens d'apprendre qu'il y a une étudiante qui fait exactement ma thèse dans une autre île, hein, je ne sais pas laquelle. Je lui dis, ça ne se peut pas. Ma réponse, ça ne se peut pas. Une idée, vous avez une idée, mais ce n'est pas seulement le terrain. Une thèse ou une recherche, c'est une méthodologie, une sensibilité de pensée. Alors je pense que mon voisin le dira mieux que moi par rapport à vous, à l'EPFL, mais il n'y a pas deux... On peut avoir tous la même idée, on a tous la même idée en même temps, mais on va définitivement la développer différemment. Parce qu'un écrit, c'est une production de l'esprit. Une recherche, c'est une production de l'esprit. Votre esprit, il peut pas, enfin, il n'est pas le même. Il n'y a pas un homme sur cette planète qui est le même que vous. Donc, il n'y a aucune chance. Je préfère qu'il vous l'explique. Non, une idée, c'est pas pareil. Oui, mais par exemple, dans mon domaine, l'an dernier, il y a eu 2 papiers qui sont sortis sur exactement le même sujet de la part de 2 labos indépendamment. Il suffit de lire les papiers pour voir que ce n'est pas du plagiat. C'est 2 travaux indépendants. On peut suivre la recherche des 2 labos. On a le droit de faire 2 fois la même recherche dans 2 labos différents. Éventuellement, si. On travaille sur les mêmes sujets. Pardon, on travaille sur les mêmes sujets, pourvu que si... Alors, premièrement, vous êtes au courant de ce que font les autres. Mais au moment où vous soumettez, il peut se passer 9 mois entre la soumission et la publication. Il se peut que 2 travaux soient publiés sur le même sujet, mais ça ne veut pas dire que les résultats ne sont pas intéressants parce qu'ils sont différents. Ils seront différents. Les échantillons ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, le mode de pensée n'est pas le même. Donc ce n'est pas du plagiat. Vous avez fait votre travail, l'autre a fait son travail, les 2 travaux sont respectables, il n'y a pas de problème. Si par contre vous êtes au courant du travail de l'autre et que vous essayez de regarder par-dessus son épaule pour voir ce qu'il fait et pour essayer de l'introduire dans votre travail sans le citer, c'est là que ça devient du plagiat. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Juste quelques livres encore à vous présenter. Alors avant les livres, vous avez une exposition là tout autour de vous qui sont incollables sur la citation, c'est des tests. Et il y a une petite brochure qui est ici, donc qui a été préparée par la bibliothèque de l'EPFL et Aurore, j'ai oublié son nom. Grandval. Merci. Aurore Grandval, voilà. Donc vous pouvez aller vous questionner vous-même sur tout ce qu'est le plagiat et comment faire des citations comme il faut. Un livre, Le plagiat de la recherche scientifique, donc plus spécifique à vous qui êtes étudiant ou scientifique ici à l'EPFL. Il y a beaucoup de littérature en fait sur le thème du plagiat. Vous pouvez la retrouver sur le site de la bibliothèque de l'EPFL, toute la littérature. Plagiarisme, ici, je passe rapidement, combattre le plagiat des étudiants et l'éthique, enfin la recherche éthique pour les scientifiques. Et enfin, pour terminer, le digital copyright. C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé. Il y a beaucoup maintenant de supports digitaux, que ce soit les images, les vidéos, les sons et évidemment tous les textes qu'on retrouve sur le web. Comment est-ce qu'on peut appliquer un copyright comme il faut. Voilà, vous avez cette liste plus une liste beaucoup plus complète sur le site de la bibliothèque. Merci beaucoup à tous les 3 pour toutes ces explications. Merci. Et puis on se retrouve d'ici un mois environ.